Donc l'exposition est une invitation à une balade dans Paris, dans ces années 1815-1848, de l'époque romantique, une période très brillante pour la ville, grâce à la culture, grâce à la littérature, mais aussi la musique, la peinture, la mode. Nous présentons pas moins de 600 œuvres, avec une contribution aussi bien du musée Carnavalet que du musée des arts décoratifs. Il fallait vraiment prendre la mesure de cette période. Nous commençons par évoquer le palais des Tuileries, qui est le lieu du pouvoir. C'est le palais royal. On a un peu oublié puisque le palais des Tuileries a été détruit dans l'incendie de 1871, mais c'est là que résident Louis XVIII, Charles X, puis ensuite Louis-Philippe et leur cour. Ce n'est peut-être pas un lieu aussi important que ne pouvait l'être la résidence de Napoléon précédemment, mais néanmoins des endroits très beaux où certaines personnalités émergent, telle la duchesse de Berry, plus tard le duc d'Orléans, et on a voulu mettre l'accent sur certaines de ces personnalités. Mais le vrai centre de la vie parisienne à l'époque, c'est le Palais Royal. Il faut l'imaginer, à l'époque, c'était vraiment l'endroit où il y avait les grands restaurants à la mode, les frères Provençaux, Véry, où il y avait aussi des maisons de jeu, même de la prostitution. Mais surtout, les boutiques où on devait aller, les boutiques d'objets d'art, les boutiques d'accessoires, qui dictaient vraiment la mode à Paris et dans toute l'Europe. Un endroit extraordinairement vivant que l'on a voulu un peu recréer par la scénographie de Véronique Dollfus, qui nous replonge dans ces galeries du Palais Royal. Le grand événement de la vie artistique à l'époque, le salon au Louvre réunit toutes les productions des peintres et des sculpteurs de l'époque. Et on y voit des grands combats artistiques entre les œuvres de Delacroix et de Ingres. Quantité d'artistes avec des sources d'inspiration variées. Et c'est ce que l'on a voulu recréer dans l'exposition. Des scènes inspirées de Byron ou au contraire de l'histoire ancienne, des tempêtes, des portraits plus officiels. C'est là que se construisait la notoriété des artistes du moment. Après la période révolutionnaire et l'Empire qui avait quand même amené à beaucoup de destruction de monuments, il y a un retour en faveur de l'architecture médiévale, d'abord pour des raisons politiques, il y a une mode néo-gothique. Victor Hugo surfe sur cette mode et crée un roman Notre-Dame de Paris qui prend comme véritable héros principal la cathédrale de Paris et en fait un succès mondial et amène à la restauration de ce monument qui prendra une trentaine d'années, qui aboutira donc à la complète résurrection de ce bâtiment grâce à Viollet-le-Duc. Dans notre promenade, il y a une césure pour l'année 1830. Elle est évidemment l'année de la Révolution. C'est aussi des combats littéraires, notamment la création d'Hernani de Victor Hugo, et puis aussi la création, tout aussi agitée, de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, une année 1830 extraordinairement riche d'un point de vue culturel, au-delà de l'agitation politique. La vie de Bohème, cet autre mythe du Paris romantique, nous nous sommes projetés dans un monde de misère, mais plein d'espoir et d'amour romantique. Sur la rive droite, d'abord la chaussée d'Antin, et puis surtout la Nouvelle Athènes, qui est un quartier en pleine construction, qui réunit des personnalités artistiques tout à fait à la mode. C'est là que Géricault a son atelier, puis Delacroix, Georges Sand, Chopin, et toute une sociabilité qui souvent collabore sur des projets communs. Et notre itinéraire se termine à la nuit tombée, sur les grands boulevards, avec aussi bien le théâtre italien, mais aussi on y joue dans d'autres salles, le Grand Opéra de Meyerbeer. Dans ces salles de spectacle, on pouvait acclamer les grandes stars de l'époque, Maria-Amélie Brand, la Taglioni, Rachel ou Marie Dorval, des mythes vivants typiques de ce mythe du romantisme à Paris.